الحمد لله الكريم سلمنا على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفذ. bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman. Bonjour à tous. J'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir ici dans la mosquée Massalikul Jinan, inaugurée il y a exactement un mois, le 27 septembre 2019, de recevoir un homme, un professeur émérite, un socio-anthropologue français qui a pendant très longtemps influencé à la fois les recherches des Sénégalais sur la confrérie mouride, mais aussi il a influencé beaucoup de chercheurs d'autres pays sur la confrérie mouride. Donc son nom c'est Jean Coppens. Le professeur Jean Coppens qui nous rend visite aujourd'hui est l'auteur de Les Marabouts de l'Arachide. Cet ouvrage qui a fait l'objet d'une publication antérieure et qui a été réédité en 1988 et qui est le résultat de travaux qu'il a commencé dans les années 60 dans le cadre de l'ORSTOM, devenu par la suite Institut de recherche pour le développement. Donc c'est ce monsieur, professeur émérite de sociologie et véritable personnalité française sur les questions religieuses, sur les questions sociales et également sur la confrérie des Mourides que nous recevons aujourd'hui. Bonsoir cher Gay. Je suis très content et heureux d'être ici à Dakar et surtout devant cette mosquée qui est toute nouvelle et qui en quelque sorte symbolise un de mes centres d'intérêt depuis plus de 50 ans, la confrérie mouride du Sénégal. Moi j'ai fait des études africaines et rien ne me prédisposait à m'intéresser à l'islam. Mais quand je suis parti faire ma thèse en 1967, et ça datait déjà depuis un an ou deux, cette préoccupation, tous mes interlocuteurs disaient qu'il y avait une réalité sociale exceptionnelle par la communion et la communauté que représentaient ces fidèles, et surtout par le fait que la confrérie était conçue à l'époque, enfin vue à travers une littérature coloniale ou à peine postcoloniale, comme un organisme de domination et d'exploitation de ses fidèles, donc un objet plutôt maléfique que bénéfique. Et puis j'ai passé 2 ans et demi avec les collègues de l'ORSTOM, Philippe Couty, à travailler dans un petit village à côté de Touba, qui à l'époque était à 12 ou 13 km de la mosquée, et qui aujourd'hui doit être à peine à 2 ou 3 km du panneau indiquant Touba. Et ce village, nous l'avons étudié pendant 2 ans en faisant des enquêtes de travail agricole, des enquêtes d'anthropologie des familles, des commerçants, etc. Et nous avions été très bien accueillis et ce travail ensuite a donné lieu à beaucoup de publications. Et celui qui est la reprise de la thèse s'intitule Les Marabouts de l'Arachide et a eu, je dois l'avouer, un certain succès, non pas forcément de librairie, mais
de réputation dans les milieux de chercheurs et même plus largement d'étudiants sénégalais. Alors Jean, ces ouvrages qui s'intitulent Maintenance sociale et changement économique et social, et changement économique au Sénégal, doctrine économique et pratique du travail chez les Mourides, et cet ouvrage s'appelle Les marabouts de l'arachide, sont des émanations de ce travail de terrain que vous avez réalisé à partir de 1967. Quelle a été votre découverte de l'objet de recherche qu'est la confrérie mouride? Après ça, comment est-ce que vous avez observé l'évolution de cette confrérie à travers le temps et à travers l'espace? Alors, en fait, je n'ai pas découvert l'objet de la confrérie en tant qu'objet scientifique, puisque ma première visite en Afrique en 1965, c'était d'étudier la zone périurbaine d'Abidjan et les effets des migrations de travail dans toutes les plantations autour d'Abidjan. Mais c'était déjà un intérêt pour le travail agricole, qui était dans les années 60 la préoccupation principale, non seulement des pays nouvellement indépendants et de la coopération française, mais aussi des chercheurs de toutes disciplines, géographes, sociologues, anthropologues, etc. Alors plusieurs collègues et mes professeurs m'ont indiqué que la confrérie mouride correspondait parfaitement à ce genre de préoccupation générale et qu'il n'y avait pas beaucoup de travaux et que le Sénégal méritait un détour. Et ma foi, l'arachide qui faisait partie de tous les foyers français, l'huile de Sieur était sur la table de chacun des Français, des ménages français. Bon, d'aller voir dans quel cadre social, économique et culturel et religieux se faisait cette activité. Voilà. Alors, les années 60, c'était aussi les années de l'anthropologie économique. Donc, il faut étudier les conditions de travail, les conditions de production, de commercialisation, etc. Et surtout, si on est intéressé par le résultat de cette accumulation, en quelque sorte primitive, de travail, et puis de kilos et de tonnes d'arachides, il fallait étudier les temps de travail. Et donc on a fait une enquête qui a duré 1 an auprès d'une douzaine de familles, du temps de travail, depuis les enfants jusqu'aux personnes les plus âgées de la concession. Et puis les économistes étudiaient à peu près la même chose, mais avec des considérations peut-être un peu différentes. Et puis, bon, ça a donné cette publication en couverture verte, là, d'une équipe donc de l'Orstom. C'est un travail quand même très largement collectif, ou du moins de travaux individuels mais parallèles et discutés tous les jours en réunion, sur le terrain, etc. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ma thèse, une thèse individuelle, mais elle est quand même le résultat et a reçu l'aide indirecte de plusieurs chercheurs. C'est quelque chose, d'ailleurs, je trouve, qui est très bénéfique et qui devrait être beaucoup plus développé que ce monde clos où le chercheur est tout seul avec tous ses problèmes, ses complications, etc. Donc c'est de l'anthropologie villageoise à la campagne, puisque au début les villes étaient considérées comme moins importantes et pas peut-être africaines, et donc la confrérie, c'était la confrérie des talibés migrant dans le Baol. Alors, cette préoccupation de monographie villageoise, bien que ça ne soit pas vraiment une monographie, il y a des tas d'aspects du village qui n'ont pas été étudiés par les uns et par les autres, a évolué au fil du temps. Et quand je dis au fil du temps, c'est un peu les événements. Alors les premiers événements, ce sont les sécheresses et famines des années 70, qui ont durement frappé le Baol et les paysans mourides. Et donc, lors d'une première mission de retour après ce premier grand travail, ce séjour long pour le doctorat, j'ai étudié les effets de la conjoncture, plus proprement dit, sur les paysans du village où j'avais travaillé.
Et puis ensuite, pour des raisons universitaires, professionnelles, variées, j'ai changé de sujet d'études. Et donc, les paysans mourides se sont un peu éloignés de mon horizon, même si je suivais ce qui se faisait de près. Alors, le thème qui a un peu remplacé les paysans, ça a été les ouvriers, pour des tas de raisons dans les détails desquels je ne peux pas rentrer. Je me suis mis, au début des années 80, à faire de l'anthropologie ouvrière industrielle sur les ouvriers des grandes entreprises dakaroises et notamment les ouvriers des huileries Le Sieur. Le problème, c'est que j'ai pas pu vraiment mener cette recherche à ses fins parce que en 85, je suis parti diriger un institut français au Kenya et donc j'ai abandonné le Sénégal. Et donc, je n'ai pas abandonné les ouvriers, mais j'ai abandonné les ouvriers sénégalais qui étaient évidemment largement mourides. Et puis ensuite, je me suis intéressé à d'autres sujets qui font que j'étais encore plus loin, je me suis encore plus éloigné du Sénégal, à travers l'Afrique orientale, l'Afrique australe, je n'insiste pas là-dessus. Et puis, le président Wade a été élu en l'an 2000. Et là, par la contrainte des événements, on m'a demandé, j'ai accepté, ça prouve que mon inconscient mouride était toujours là, de faire le point sur ce qui était devenu la confrérie, qui était quand même un des piliers du nouvel État qui apparaissait, puisque Abdoulaye Wade était le premier président de la République du Sénégal à être mouride. Donc j'ai lu tout ce que je n'avais pas lu depuis 15 ans. Et puis j'en ai publié un article, et puis je suis retourné au Sénégal. Alors, il y a de nouveaux sujets qui m'ont intéressé à ce moment-là. Ça a été plutôt le monde de l'entreprise. Je dois dire que le déclencheur a été un peu l'ouvrage de Malik Diaye sur les modou-modou, et donc l'examen des petits artisans, des petits travailleurs, des voyageurs de commerce, si j'ose dire, en Europe, etc. Et ça m'a conduit à réfléchir aussi au devenir, à l'expansion de la confrérie, puisque Touba était devenue la deuxième ville du pays, ce qui, à l'époque de notre terrain, je répétais toujours, la confrérie, on la traverse en 10 minutes en 2 chevaux. La ville de Touba se traverse en 10 minutes en 2 chevaux. Aujourd'hui, je n'ose dire le temps que ça prendrait. Alors j'ai poursuivi ce genre de préoccupations ponctuelles de temps en temps selon des occasions. Parallèlement, je me suis penché sur, ayant participé de près à l'aventure, disons, de la revue politique africaine, je me suis intéressé plus étroitement au fonctionnement de l'appareil d'État sénégalais et de la confrérie, en confrontant mon point de vue à des hypothèses de collègues qui, eux, avaient été explicitement politistes et travaillaient sur ce sujet. Et puis, dernier point, très sensible, qui m'avait paru décisif dès le début de mes recherches, c'est que ne parlant pas arabe, ne lisant pas l'arabe, n'ayant par paresse et facilité pas vraiment appris le wolof, j'étais quand même un étranger à la confrérie mouride et au fonctionnement de son intimité spirituelle et sociale. Et donc il m'avait toujours semblé nécessaire de mieux comprendre le fonctionnement, alors à l'époque on pouvait dire idéologique, mais aussi théologique, de la spiritualité quotidienne, des rapports des fidèles avec leurs marabouts, des marabouts entre eux, des fidèles entre eux, enfin bon, ce qui pourrait rentrer dans une étude, disons, d'anthropologie de la religion ou d'anthropologie religieuse. Alors au début, lors du terrain, toute l'équipe a été sauvée par le travail de Fernand Dumont sur la pensée religieuse d'Amadou Bamba. Fernand Dumont était un conseiller de Senghor et un officier des affaires musulmanes français, un des derniers, connaissant le Coran, l'arabe et tout, et analysant le premier, dans un livre qui était sa thèse, les différentes facettes de la pensée religieuse et théologique du fondateur de la confrérie. Bon. Mais je me suis toujours dit, et d'ailleurs M. Dumont lui-même à l'époque pensait que lui n'était qu'un simple amateur et que derrière lui allaient apparaître plein de chercheurs sénégalais ou français ou européens qui allaient se pencher sur cette question importante. Or il n'en a rien été.
Et je peux dire que 40 ou 50 ans après, on est aussi, je ne dirais pas ignorant, mais aussi peu savant sur cette question quand même décisive d'une grande communauté religieuse d'un pays très connu et dont l'originalité est assez unique puisque la confrérie mouride est proprement sénégalaise, ses adeptes sont sénégalais de par le monde et donc elle mérite un certain respect, j'allais dire, d'études spirituelles. Alors j'ai publié 2 ou 3 textes pour dire que un appel à l'aide, en quelque sorte, pas pour moi, mais bon, quand on n'est plus aux affaires universitaires, la mode des thématiques de recherche, vous ne les décidez pas. Et en ce moment, je pense qu'on est face à 2 problèmes. Il faudrait refaire des travaux comme ceux que nous avons menés sur à quoi ressemble aujourd'hui et comment fonctionne la paysannerie mouride sénégalaise, parce que l'arachide n'est plus le cœur du pays, ni de la confrérie. Et puis surtout, se pencher sur, j'allais dire, le caractère à la fois sacré, profane et populaire des croyances mourides, dont la mosquée ici présente est un témoignage tout à fait impressionnant en pleine ville de Dakar. Jean, ce que tu viens de dire est une indication et une recommandation pour que plus de recherches soient consacrées à cette confrérie de l'intérieur de sa pensée, de l'intérieur des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, de l'intérieur des écrits de ses biographes, mais aussi des chercheurs sénégalais en général. Ce qui représente aujourd'hui un vrai déficit dans nos différentes universités. Et moi, je voudrais t'indiquer quand même qu'en dehors de ce que moi-même j'ai fait et Cheikh Babou, il y a beaucoup d'autres recherches, notamment sur la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Je pense notamment à Serigne Abdoul Aziz Mbacké Madialis, qui est son petit-fils, qui a fait un livre sur la pensée politique de Cheikh Ahmadou Bamba. Et il y a beaucoup d'autres chercheurs au Canada, en France, aux États-Unis, en Italie. Dernièrement, j'ai découvert un jeune Italien qui a fait un travail extraordinaire, accompagné d'un film sur la vie quotidienne dans une maison maraboutique. Donc il y a des travaux, mais comme tu le disais, ces travaux n'ont pas la même renommée que celles que nous avons connues à votre époque et ne sont pas très, très marquantes, pas du point de vue de leur qualité, mais du point de vue de leur renommée. Mais aujourd'hui, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur l'évolution de cette confrérie, sur son implantation urbaine, son implantation transnationale et cette nouvelle vision que cette confrérie se donne au point d'être dans cet esprit de conquête qui a abouti à Massalikul Jinan. Et peut-être l'autre question sur laquelle, est-ce que tu percevais déjà à l'époque cet esprit de sacrifice, de don de soi qui fait aujourd'hui ce qu'on appelle l'éthique mouride du travail et cette capacité de mobilisation financière exceptionnelle dont tout le monde parle aujourd'hui? Le problème de l'étude de la confrérie, comme n'importe quel objet scientifique, c'est qu'au début on est peu nombreux, on est au chaud entre nous et donc la bibliographie fait 1 page. Puis avec le temps elle fait 2 pages et puis elle se développe même dans des pays qu'on connaît mal. Je me souviens lors d'une thèse sur l'histoire des Ashantis, dans le public la soutenance, il y avait un chercheur allemand qui est venu me voir en disant mais vous connaissez pas la thèse de monsieur Untel, qui était un Allemand, qui avait fait une thèse apparemment importante, je ne sais plus sur quel aspect de la confrérie, mais elle était en allemand et j'ai jamais lu d'article en français ou en anglais de ce chercheur. Il y a eu aussi une thèse d'un Sénégalais, d'un Italien sur l'évolution de l'islam au Sénégal. Vraiment, en dehors du livre, il n'a rien publié. Donc, la diffusion de l'information compte un peu dans la formation des questions que se pose un chercheur. Bon, il peut être un peu paresseux lui-même, mais même si on connaît tous les acteurs, à un moment, on est un peu perdu. Alors, moi, j'avais voulu montrer qu'il y avait des phénomènes de développement de la confrérie qui apparaissaient, puis qui finalement ne se réalisaient pas pleinement. Je pense à 2 d'entre eux, justement dans les années 70, en étudiant les phénomènes de sécheresse et de famine
j'avais été attiré, grâce à mes connaissances sur le terrain des agents de la SATEC, par la modernisation et le rôle important que jouaient les daras du Khalife général de la confrérie. Et c'est une communication, un colloque est en anglais dans une publication renéotée. Effectivement, je ne l'ai jamais traduite en français, donc personne ne l'a jamais lu, enfin, bien que la référence soit connue. J'avais développé l'hypothèse que les daras pouvaient devenir peut-être l'équivalent de grandes propriétés foncières cultivées de manière moderne, puisqu'il y avait un apport de technologie de l'époque, de tracteurs, de semences, d'engrais, tout à fait considérable. Mais à ma connaissance, les problèmes de travail en fait quotidien étaient tels que cette dara vivotait, même si elle avait une ampleur topographique et démographique considérable. Et puis la seconde fois où ça m'est un peu arrivé, c'est lors des réflexions sur l'aspect transnational de la confrérie, Touba devenant le centre du monde, le centre de la confrérie, et j'avais un peu fait l'hypothèse que l'esprit d'entreprise aidant, peut-être que les marabouts, mais d'abord les fidèles à l'étranger, aux États-Unis et en Europe, allaient prendre un peu le dessus par leur dynamisme sur ceux restés au pays. Puis apparemment, il n'en a rien été. Ils ont apporté beaucoup de choses, y compris des financements importants, puisqu'on disait à une époque, dans les années 90, je pense que la poste de Touba ou de Mbaké était la poste qui recevait le plus de mandats de l'étranger. Bon, et puis ce thème de la pensée théologique du fondateur. Alors, il y a eu des travaux sur ces questions. Alors bien sûr, il y a l'historien sénégalais qui vit aux États-Unis, Cheikh Anta Babou, qui a refait toute l'histoire de la fondation et pratique historique, politique et théologique de la confrérie. Et Babou est un homme du présent, puisque son deuxième ouvrage, qui va paraître l'année prochaine, porte sur les migrants mourides à travers l'Afrique, l'Europe et les États-Unis. Mais il n'empêche que la pensée quotidienne, j'allais dire invisible, du sentiment de la dévotion, de l'affiliation, de la mobilisation, pour répondre à cette perception du problème, est pas vraiment abordée. Il y a un chercheur sénégalais qui l'a un peu abordé de manière très générale sur l'islam en général, c'est Abdourahmane Seck, qui a abordé des questions qu'on n'avait jamais posées, des questions très simples. C'est quoi d'être musulman au Sénégal, par exemple? Oui, alors, on peut se dire que c'est une question un peu bête, mais finalement c'était une bonne question. Et mais je sais pas. Bon, et puis lui, il n'était pas spécialement porté sur la confrérie mouride. Toujours est-il que cette question est restée en plan. Et qu'on n'est plus à une époque où l'anthropologue était capable de traiter toutes ces questions à la fois. Par exemple, moi j'étais pas compétent, mais j'aurais pas eu le temps de faire une enquête sur ces questions, même si j'avais eu les compétences techniques, où on fait de l'anthropologie du travail dans un village, où on fait de l'anthropologie de la pensée religieuse des uns et des autres. Et le dernier point, évidemment, c'est l'expérience aidant, à travers, d'abord, le premier travail a été celui pour moi de Momar Koumba Diop, où on peut remonter à Tidjane-Si, mais moi je ne l'ai pas connu. D'études sérieuses quand même sur les mourides par un Sénégalais. Alors, l'apport de Momar, ça a été de dire les mourides en ville, c'est quelque chose qu'avaient deviné déjà Jean Roch et Guy Rocheteau, et je dois dire que je ne les prenais pas très au sérieux. C'était du style, mais on est venu pour étudier des paysans producteurs d'arachides et pas pour des va-nu-pieds de la saison des pluies en train d'essayer de vendre des chaussures sur les marchés de Dakar. En fait, ça allait beaucoup plus loin que ça, et évidemment, toutes les catégories sociales urbaines aujourd'hui sont, pas mouridisées, mais sont très représentées dans la confrérie mouride. Et puis il y a eu tes travaux sur la ville de Touba, et donc tu as plongé dans la profondeur de l'organisation territoriale, mais aussi organique et familiale de la confrérie, ce qui apportait un point de vue, parenthèse et entre guillemets, révolutionnaire, parce que personne n'avait pu faire ça jusqu'à présent. Et puis le dernier, donc j'en ai déjà parlé, c'est Cheikh Anta Babou, mais lui c'était un travail d'historien, donc faisant quand même la part belle aux traditions orales,
aux récits hagiographiques et autres autour de la confrérie, et qui confirmait que bon, il y a la pensée d'Amadou Bamba, mais que ses contemporains et ses successeurs avaient beaucoup à dire sur cette question que moi je résume brutalement par la pensée religieuse, la théologie de la confrérie, qui est quand même spécifique puisque une tarika, elle a une voie, une ligne, et les tidjanes ne se confondent pas avec les mourides, qui ne se confondent pas avec d'autres, etc. Le problème, c'est que toutes ces considérations n'ont pas vraiment été suivies d'effets. Alors je suis bien placé pour m'être intéressé à d'autres sujets plus ordinaires dans les sciences sociales, comme les classes ouvrières, pour voir que les étudiants, ils n'en font qu'à leur tête, et s'ils n'ont pas envie d'étudier le thème de leur professeur, ou même si leur professeur leur ouvre un grand boulevard sur la thématique, ils ne vont pas le suivre. Et puis alors il y a eu le changement de la place et du rôle de l'islam en Afrique et de sa perception dans le monde occidental depuis 10 ou 15 ans. Donc l'islamisme a pris le pas sur l'islam, ce qui a malheureusement conduit des gens comme Jean-Loup Amsel à tenir un discours totalement inverse en disant « bon, les soufis c'est des gentils et on a inventé le soufisme pour faire opposition à l'islamisme ». Et c'est tout à fait erroné parce que les soufis sont là depuis belle lurette, je ne remonte pas au fondateur, mais ne serait-ce qu'Amadou Bamba, ça fait déjà 150 ans. Et donc, ça a été une façon seconde et nouvelle de dévaloriser les confréries sénégalaises, pour me limiter à ça, parce que l'islam intéressant devenait celui de l'islamisme, de ses violences peut-être rhétoriques, voire militaires. Et donc on était dans une autre problématique, non pas d'une analyse sociale d'une société, d'une catégorie de la société, mais d'un phénomène politique, militaire, mondial en plus, qui dépassait loin le cas du Sénégal, qui jusqu'à présent, vu de très loin, et je n'ai pas suivi ça, semblait un peu indemne de ce genre d'influence, en tout cas par rapport à son pays voisin, le Mali et même la Mauritanie. Alors comment résoudre ce problème ? C'est facile de dire il suffit qu'il y ait des chercheurs, mais il faut qu'il y ait des programmes. Pas forcément. Les financements, on en trouve toujours un petit peu. Alors il y a eu beaucoup de travaux en France, il y a quand même des recherches nombreuses sur l'islam, mais elles sont marquées par deux choses très positives. Donc c'est sur l'islam politique, non pas l'islamisme, mais l'islam politique en tant que cœur de la cité. Donc au Mali, au Burkina Faso, au Nigeria, etc. Et curieusement, il n'y a personne sur le Sénégal. Je veux dire que cette thématique aurait permis de rejoindre les questions que je posais, que tu posais. Et puis l'autre point, ça a été évidemment l'islam politique. Et donc, mais surtout une étude de l'islam dans des pays dont on n'avait pas beaucoup parlé de l'islam contemporain. Certes, l'histoire de l'islam ancien au Mali, c'est un empire dans un empire. Au Nigeria, n'en parlons pas. Mais du coup, ceux qui s'intéressaient à l'islam et donc se sont dirigés vers d'autres pays. J'en vois pour symbole, par exemple, quelqu'un qui a joué un rôle important dans la recherche de l'islam au Sénégal, Fabienne Sanson. Fabienne Sanson, elle s'est intéressée à d'autres pays et les questions qu'on se pose, elle les avait abordées dans sa thèse parce que les Moustarchidines, c'était finalement une forme innovante de la socialisation musulmane et tout, et elle avait vu des tas de choses qui étaient tout à fait nouvelles. Bon, que les mouvements se soient transformés après en opérations plus politiques et tout, elle a suivi ça à moitié, mais il aurait fallu d'autres chercheurs, et donc finalement, on est un peu démunis. Alors, le chercheur occidental, il se pose une question quand même, il se dit, bon, l'Afrique est plus à l'ordre du jour dans les sciences sociales, l'islam, c'est pas celui-là qui intéresse les bailleurs de fonds, etc. Mais qu'en est-il des chercheurs sénégalais ? Alors j'ai mentionné des tas de chercheurs sénégalais, mais je dirais ils sont de la génération précédente. Donc la question c'est où est la génération actuelle ? Elle existe peut-être, hein, mais les mémoires de maîtrise, même s'ils sont excellents, ils n'arrivent pas dans le 6e arrondissement. Hein, et donc on n'est pas au courant. Et je n'ai pas reçu de working paper pour qu'on me demande mon avis autorisé ou non sur la question. Et alors j'ai vécu le même phénomène avec les classes ouvrières, ça a été même plus rapide, hein, parce que l'étude des classes ouvrières c'était lié à l'étude des mouvements révolutionnaires en Afrique, ça a duré 20 ans. En France, il n'y a plus non plus de mouvements révolutionnaires, donc l'intérêt pour les mouvements révolutionnaires en Afrique venait aussi du fait de la mobilisation
syndical, ouvriériste, politique d'extrême gauche, etc. Et la chute du mur, pour prendre un symbole, c'est pas la cause, mais a fait en sorte que finalement l'intérêt pour le monde du travail industriel ouvrier, brutalisé par les ajustements structurels aussi, et surtout par la migration de travail vers l'Europe. Et donc le thème aujourd'hui qui domine l'ensemble de la recherche, pour rester dans cette thématique, en dehors de la santé, c'est... je disais que donc travailler sur les classes ouvrières et vu les changements de la situation mondiale, française, politique et tout, l'intérêt idéologique mais aussi l'intérêt scientifique pour cette catégorie sociale a diminué ou disparu, et les ajustements structurels en déstructurant, en défaisant une bonne partie de la première industrialisation en Afrique a contribué à la chose. Alors aujourd'hui, l'entreprise se porte plutôt bien en Afrique, il y a plus d'investissements privés, etc. Mais tous les travaux sur le secteur informel sont passés par là, donc la problématique de l'ouvrier, syndicat, contestataire, c'est la même chose en France et en Europe, on n'étudie plus ces catégories sociales. Et puis ce qui a pris le dessus, c'est la migration des travailleurs. Et la migration des travailleurs, alors m'a rendu assez fâché, je le dis, parce que c'est un phénomène important qu'on hypostase complètement en Occident. Hein. Je veux dire, les hordes de migrants, c'est quand même dans les dizaines ou centaines de milliers, c'est pas les millions. Hein. En tout cas, en Europe, c'est pas le Mexique et les États-Unis. Et le problème, c'est qu'on n'étudie plus les gens dans leurs conditions de travail. Donc, les paysans comme travailleurs, les ouvriers comme travailleurs, les entrepreneurs auxquels je me suis intéressé, les entrepreneurs en tant que travailleurs du capital ou du clientélisme ou Dieu sait quoi, mais en tant qu'acteurs de la vie économique, les migrants, ils cherchent à s'insérer quelque part dans quelque chose pour s'en sortir. C'est le grand malheur du monde. Mais du coup, on n'étudie plus de lieux de production, de systèmes de production. Je ne fais pas des grandes théories, là. C'est simplement une économie villageoise, une entreprise qui fabrique des bassines en plastique, un entrepreneur qui fabrique des fauteuils pour la présidence de la République. Ça a une matérialité qui existe. Des migrants qui ont mis 5-10 ans à venir jusqu'à nous en Europe et qui vivent de bouts de chandelle, c'est un objet scientifique tout à fait respectueux. Mais ça nous apprend peu de choses, sinon que ça ne se passe pas très bien dans les lieux d'origine. Mais dans l'ensemble des études sur la migration, l'étude des villages de départ ou des villes de départ, c'est un aspect des recherches, mais à mon avis pas assez poussé. Et alors bien sûr là-dedans, les Mourides sont une catégorie parmi d'autres. Hein. Au début, on étudiait Gérard Salem qui a lancé de la brousse au boulmiche, qui a lancé les recherches il y a 30 ans. Aujourd'hui, on a dépassé ce genre de questionnement. Et donc les Mourides ne sont plus tout seuls. Alors, il y a des travaux sur les Mourides en Europe, en Italie, etc. Cheranta Babou a utilisé une somme considérable de travaux déjà disponibles pour ses propres recherches, plus celles qu'il mène sur les Mourides aux États-Unis. Alors là, ça dépend de l'orientation du chercheur, s'il arrive à analyser le milieu de travail ou si c'est simplement la communauté mouride, etc. Mais il est certain que ces chercheurs occidentaux auraient besoin non pas du soutien, mais auraient simplement besoin d'avoir des collègues, des collaborateurs sur un pied d'égalité d'origine africaine et notamment sénégalaise. Alors l'un de ces jeunes justement chercheurs me disait la dernière fois à Naples que ça y est, les grandes thèses ont été faites par Jean Coppens et par les autres, et puis eux, ils sont en train de faire les petites thèses. Donc, entrer dans les maisons, entrer dans les familles, aller voir ce qui s'y passe, comment le marabout encadre ses talibés, comment les jeunes talibés vivent ça. Voilà, il y a aussi énormément de travaux qui ne sont pas assez connus. Mais peut-être je vais vous donner l'occasion de conclure et de conclure cette émission. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu et d'avoir eu cette discussion. Aujourd'hui, Dakar accueille l'une des mosquées, ou peut-être la mosquée la plus grande d'Afrique subsaharienne.
avec donc cette mosquée Massalikul Jinan qui représente un investissement de 35,7 millions d'euros, plus de 22 milliards, avec donc une symbolique très importante d'une confrérie qui est arrivée à Dakar il y a quelques années et qui aujourd'hui construit sans doute le monument religieux le plus important du pays. Qu'est-ce que ça vous inspire comme remarque? Cette mosquée, en dehors de tous les symboles et la beauté du bâtiment, marque, bien sûr, au sens le plus ordinaire du terme, le fait que la confrérie vit toujours et même vit bien à tous les sens du terme, puisqu'elle a les ressources et les fidèles qui l'accompagnent et qui la font vivre. Et j'avoue que, bon, sur 50 ans, même si je n'ai suivi ça que par moments et de façon ponctuelle, hein, c'est-à-dire un terrain ceci, 5 ans plus tard cela, etc., je me suis toujours rendu compte que la confrérie et l'ensemble des confréries au Sénégal alors remplissaient ce contrat social, comme l'appelait Donald Cruz O'Brien, c'est-à-dire un accord de paix civile entre l'État et les confréries, qui, à mon avis, sauf parfois quelques excès, et moi je ne suis pas à l'actualité politico-religieuse au jour le jour, mais a perduré au point que on ne parle plus beaucoup du Sénégal en France, en dehors du tourisme, hein, puis peut-être de la musique et encore, ou de la peinture, puisqu'il y a eu des tas de grandes expositions au Sénégal. Et du coup, on voit qu'un pays tranquille, hein, c'est la fameuse histoire des trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle jamais, mais moi je suis désolé, par rapport au monde africain tel qu'il est, le Sénégal dans sa tranquillité politique, même s'il y a toutes les turpitudes possibles au sommet de l'État et les dysfonctionnements ordinaires de la base, mais la France n'a plus de leçons à donner après l'année 2018, alors arrêtons-nous là. On voit que les confréries ont joué le jeu pour elles, bien sûr d'abord, pour leurs fidèles, pour elles-mêmes, pour leur réputation, pour le rôle national et peut-être international de certains marabouts. Mais enfin, bon, c'est aussi la construction nationale. Alors c'était une hypothèse que Dozon avait développée, que finalement l'État moderne c'était un peu la confrérie. Moi je crois que c'est un peu exagéré, je crois que la confrérie a ses propres centres d'intérêt. Elle ne construit pas un État parallèle, elle ne mime pas l'État central, elle reste un complément ou un collaborateur. Il y a un peu deux voies parallèles sur lesquelles, disons, l'élite bureaucratique, largement mouride d'ailleurs, et puis les fidèles de la confrérie naviguent de concert, comme on dit. Le problème, c'est que ce modèle politique, il devrait être aussi étudié en tant que tel. Alors, il y a 30 ou 40 ans, il y avait un chercheur d'origine hollandaise, mais qui a fait ses études à Paris avec Ballandier, qui était un de mes grands amis, qui s'appelle Robert Boutenhaus, qui est devenu il a fait sa thèse sur les Mau Mau du Kenya, et ensuite il a travaillé sur le Frolina du Tchad pendant 20 ans. Mais à un moment, il a voulu se réorienter vers un sujet plus tranquille. Le Tchad était en guerre civile, mais par rapport à aujourd'hui, c'était vraiment tranquille. Et Robert, qui avait vécu au Sénégal, voulait y revenir pour étudier la vie politique du jour le jour. Hein, c'est quoi voter au Sénégal? C'est quoi un homme politique? Comment on fait des meetings? Enfin bon, pas le revers, mais le côté plus optimiste finalement d'une vie politique où il y a des grandes figures glamour qui occupent la scène. Puis finalement, il n'est pas allé au Sénégal. Personne à politique africaine n'a pris sa place pour faire ce genre de recherche. Et on est toujours en manque d'éclaircissement sur cette situation d'un des États les plus démocratiques du continent africain, avec une généalogie politique. Alors, je connais les critiques des chercheurs sénégalais et de la population sénégalaise et de moi-même, mais qui, depuis Senghor jusqu'à Macky Sall, occupe l'attention. Et donc la confrérie reste au centre de tout cela. On ne peut pas comprendre le Sénégal sans la confrérie, mais la confrérie sans le Sénégal, elle n'existe pas non plus. Merci beaucoup de m'avoir invité à causer avec toi, et à bientôt. Donc nous vous remercions.
Nous remercions l'auteur de l'idée de cette émission, Serigne Sam Abdourahmane Bousso, qui a été au courant donc de ce passage du professeur Jean Coppens et qui a suggéré cette idée. Serigne Cheikh Fatma Mbacké Moustapha Bassirou. Et nous remercions également notre cadreur, notre caméraman, Serigne Mbacké Seck. Cette émission s'inscrit dans le cadre d'une série que nous comptons avoir avec des chercheurs qui passent au Sénégal, mais aussi des chercheurs sénégalais sur la confrérie, sur la société sénégalaise en général. Donc nous espérons qu'elle sera florissante et qu'elle permettra d'alimenter et d'animer scientifiquement la mosquée Massalikul Jinan. Je vous remercie de votre attention. Alhamdulillahil karim silmilan ala istighali bi furudin wa sunan sakartuhu li'annahu qad sahani liwatani bi nafa ma